propos de thématique, c'est un des grands thèmes historiques en matière d'investissement, le thème des infrastructures, une classe d'actifs clés aujourd'hui. Nous en parlons avec Gilles Langen, qui est à mes côtés en plateau, cofondateur de Generali Global Infrastructure. Gilles, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais en présentation, voilà, dans un monde en transition, l'investissement en infrastructure n'est plus une option, c'est une nécessité. On va parler de ça avec vous. Un mot peut-être pour positionner Generali Global Infrastructure dans le monde de l'investissement en infrastructure. En l'occurrence, c'est une société de gestion entrepreneuriale qui est assez jeune, qui date de 2018, affiliée, donc on le comprend, au groupe Generali à travers la division de gestion d'actifs de Generali. Vous êtes 3 cofondateurs, Gilles, avec un gros track record en matière d'investissement en infrastructure. Qu'est-ce qui caractérise votre société de gestion aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, notre société de gestion, elle se caractérise d'une part par sa spécialisation. Nous sommes une société qui est 100% dédiée à l'investissement en infrastructure. D'autre part, par son modèle justement de boutique. On fait partie de l'environnement multiboutique du groupe Generali. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marier la surface financière du groupe Generali avec l'expertise de notre équipe. Aujourd'hui, on gère environ 6 milliards d'encours, avec une trentaine de personnes réparties entre Paris et Londres. On se focalise sur les marchés privés, donc la dette privée et également des investissements en fonds propres. Et on gère des capitaux pour le compte du groupe Generali et d'autres clients institutionnels, typiquement assureurs, fonds de pension, qui trouvent un alignement d'intérêts dans le modèle qu'on propose. On va parler de l'avenir de cette classe d'actifs infrastructure, mais comment est-ce qu'on définit justement les infrastructures quand on se place dans le monde de l'investissement, Gilles ? Oui. Alors, je suis vraiment déjà ravi de venir parler aujourd'hui de la classe d'actifs des infrastructures parce que c'est une classe d'actifs qui a beaucoup d'atouts et qui, dans ce contexte Covid, post-Covid, où on ne sait plus, prend tout son sens. D'abord parce que c'est une classe d'actifs qui fait preuve de résilience et pendant la crise qu'on a traversée, on a vu qu'elle s'est très très bien tenue. Et puis d'autre part, c'est une classe d'actifs qui doit jouer tout son rôle dans la relance durable de nos économies. Donc voilà, donc une classe d'actifs qui mérite d'être mieux connue. Alors qu'est-ce que c'est que les infrastructures ? Très concrètement, on les connaît tous, les infrastructures, on les utilise tous, sont dans les transports, les lignes de chemin de fer par exemple, dans les infrastructures sociales, on retrouve les hôpitaux, les écoles. On a également les infrastructures télécom, donc ce sont les réseaux de fibres ou encore les tours, ce qui permet de transmettre l'information. Et puis, on a cette thématique également infrastructure sociale que je mentionnais et environnement, bien sûr, avec le secteur de l'eau et des déchets. Donc, c'est une classe d'actifs qui est dans un marché colossal, qui s'inscrit dans un marché colossal. On parle de besoins d'investissement de 3 000 à 4 000 milliards par an dans les 15 prochaines années. Alors, on ne va pas se battre sur les chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur. Et je pense qu'au-delà des besoins d'investissement, ce qui est important de voir, ce sont que les volumes d'investissement privés sont conséquents. On parle d'à peu près 600 milliards par an de volume d'investissement privé vers le secteur. Et ce qu'on constate aussi, c'est que face à ces besoins qui sont gigantesques, les États qui ressortent encore plus endettés après 2 ans de Covid ne vont pas pouvoir répondre à tous ces besoins. Donc, les investisseurs privés sont appelés à jouer un rôle encore plus important. Vous l'avez constaté vous-même dans la dynamique commerciale, j'ai envie de dire, de Generali Global Infrastructure ces dernières années, Gilles ? Oui, je crois que vraiment on a constaté un vrai engouement pour la classe d'actifs. Nous, à titre d'exemple, on a doublé nos encours cette année, passant de 3 à 6 milliards. Donc ça montre évidemment l'appétit des investisseurs institutionnels pour cette classe d'actifs. Quels sont les axes stratégiques d'investissement là, qui guident justement le déploiement des stratégies ? Alors, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de fonds, mais il y a quelques grands axes, j'imagine, qui sont répliqués à travers ces stratégies chez GGI, Gilles. Oui, tout à fait. À l'intérieur de ce marché, alors nous, on se positionne clairement en ayant mis l'investissement durable au cœur de notre activité. Donc, ça oriente nos thématiques d'investissement. Alors évidemment, on répond à travers cette classe d'actifs, ou on peut répondre à travers cette classe d'actifs à des enjeux de société majeurs. Le premier, la transition énergétique, avec évidemment les énergies renouvelables, mais pas que. On investit également dans les réseaux de chaleur, par exemple, ou l'efficacité énergétique. La transition écologique au sens plus large, on parlait du traitement de l'eau, des déchets qui y participent. On investit également dans la mobilité verte et principalement à travers le ferroviaire.
il y a quelques temps, on a financé par exemple une société qui est leader en Europe, basée en Allemagne, mais leader en Europe, de la location de locomotives pour le transport de passagers ou de marchandises. On sait que ça a été très important de maintenir le transport de marchandises ces derniers temps. Et ces sociétés mettent à disposition des locomotives électriques qui aident à décarboner le mix énergétique. Donc mobilité verte. Et puis, enfin, un secteur évidemment qui sort gagnant de ces 2 dernières années, c'est le secteur des télécoms. Il y avait déjà une volonté en France et puis en Europe d'apporter le haut débit dans tous les territoires. Je pense que le Covid a accéléré les choses et nous, on a investi significativement en soutien de ce plan très haut débit français, notamment en partenariat avec des grands opérateurs télécoms qui souhaitent s'appuyer sur des partenaires financiers pour financer ces CAPEX qui sont lourds. Ouais. Si on regarde encore une fois les infrastructures comme une classe d'actifs, quel type de rendement on peut espérer? Qu'est-ce que l'histoire nous apprend justement du risque-rendement, de ce couple risque-rendement dans le domaine de l'investissement en infrastructure, sachant qu'une grande partie se fait à travers de la dette privée, c'est ça, mais vous l'avez signalé, il y a aussi une partie peut-être plus minime qui peut se faire à travers de l'equity, enfin des fonds propres. Oui, je crois que le marché est assez équilibré entre financement et fonds propres. Notre positionnement aujourd'hui est un peu plus axé sur le financement. Mais je pense pour parler de des caractéristiques financières de la classe d'actifs, je pense qu'il faut remettre quelques éléments dans leur contexte. Le premier, c'est que ça offre un surcroît de rendement. On est sur les marchés privés, donc on cherche à capturer une prime comparé au marché public. Donc ça, c'est la première chose, surtout en dette privée, où on peut se benchmarker sur des éléments plus liquides. Ensuite, il y a la résilience de cette classe d'actifs. Comme vous l'avez vu, les secteurs sont assez divers, mais ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils remplissent des missions de service essentielles aux territoires, aux communautés. Et en fait, cette essentialité, ça se traduit par des modèles économiques très stables, soit des situations de monopole qui sont réglementées, ou encore des contrats à long terme avec des contreparties publiques ou privées. Et donc, ça donne des cash flows très stables, très prévisibles, donc une logique de rendement qui assoit la stabilité de la classe d'actifs. Ce qui amène une autre caractéristique, c'est la moindre volatilité de la classe d'actifs. D'une part, parce qu'on est sur les marchés privés, donc ça bouge beaucoup moins que sur les marchés publics. Deuxièmement, parce qu'on construit le rendement sur des longues durées avec des cash flows stables, comme je le disais. Et puis donc, ça donne de la diversification dans le portefeuille des institutionnels. Puis le dernier point qui est intéressant dans ce contexte aussi, c'est la protection contre l'inflation qu'offre la classe d'actifs, parce qu'on a des contrats qui sont typiquement indexés à l'inflation. Donc ces contrats long terme dont je parlais ont des clauses d'indexation, donc ça protège quand même fortement ces sociétés. Et donc concrètement, en termes de rendement espéré, je sais pas, il y a différents types de rendements en fonction des instruments sur lesquels vous investissez aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on peut avoir en tête quand même comme ordre de grandeur? Oui, tout à fait, vous avez raison. Il y a différentes stratégies pour satisfaire différents besoins, je dirais, de la clientèle principalement institutionnelle. D'abord, on a des stratégies en dette senior très sécurisées qui rapportent 2,5-3%, mais qui ont un traitement capital très optimisé sous Solva 2, et ce qui en fait un risk-return très attractif pour nos institutionnels. Puis on peut se déplacer vers un petit peu plus de rendement en allant chercher des dettes à plus haut rendement, peut-être là dans la catégorie sub-investment grade. Et puis enfin, on peut aller chercher les investissements en fonds propres. Alors nous, notre positionnement, c'est d'aller chercher des rendements entre, au sens large, 7 et 10%. On peut aller chercher des rendements supérieurs avec la classe d'actifs, mais on sort d'actifs un peu plus cœur. En tout cas, nous, on reste sur des actifs très cœur, très prévisibles, qui offrent ce genre de retour dans la durée. Sur l'univers européen, c'est ça votre terrain d'investissement principal, justement avec les caractéristiques, la rigueur que vous recherchez dans ces investissements, vous trouvez les projets là? Enfin, je veux dire, pour déployer 6 milliards, une bonne partie est déjà déployée, j'imagine, Gilles, mais vous avez en face suffisamment de projets, c'est difficile de trouver des bons projets?
On a un marché qui est très riche, qui est très profond. Je le disais, à peu près 600 milliards de dollars par an de volume. Les besoins sont énormes, mais les volumes déjà, pour faire face à ces besoins, enfin en tout cas la part du secteur privé, puisque le secteur public en finance directement. Mais donc on a un pipeline qui est très très riche. Et en plus en Europe, qui est effectivement notre terrain de jeu, entre guillemets, il est très diversifié en termes de secteurs. On a l'énergie, les télécoms, les infrastructures sociales, l'environnement. Aux États-Unis, par exemple, c'est un marché qui est beaucoup plus porté sur l'énergie, un petit peu moins diversifié. Donc nous, en Europe, on arrive à être très très sélectif. On peut faire une vingtaine d'opérations par an, alors qu'on en voit peut-être 300-400 chaque année. Avenir de cette classe d'actifs, je le disais en introduction, c'est un thème presque vieux comme le monde. En tout cas, c'est une classe d'actifs historique dans le monde de l'investissement pour des grands investisseurs institutionnels notamment. Encore une fois, est-ce que cette classe d'actifs coche toutes les bonnes cases du moment pour gagner encore en poids dans les allocations de ces grands clients institutionnels ? Et sous question, est-ce que c'est une classe d'actifs qui a peut-être vocation, intérêt peut-être à élargir aussi sa base d'investisseurs et de clients, comme on le voit dans le monde du private equity spécifiquement, qui cherche à aller peut-être au plus près maintenant des investisseurs particuliers en l'occurrence. D'accord. Oui, déjà pour revenir sur votre première question, effectivement, l'autre caractéristique, au-delà de ces caractéristiques financières qui fait que la classe d'actifs est attractive, c'est qu'elle répond au désir des investisseurs institutionnels de mettre leur argent au service de l'investissement durable. Et donc aujourd'hui, on a quand même une classe d'actifs qui est formidable parce que les impacts sont très directs. On parle d'actifs réels, tangibles, et donc ça permet à ces investisseurs de créer de la valeur durablement. Donc ça, c'est aussi une caractéristique qui fait que les investisseurs vont continuer d'y allouer des capitaux massivement, selon nous. Et puis vous avez raison, finalement toutes ces bonnes raisons, la diversification, le rendement à long terme, la stabilité, la décorrélation, donner du sens à son épargne, c'est des caractéristiques qui peuvent intéresser les particuliers. Et la classe d'actifs commence à s'ouvrir à eux, notamment à travers des partenariats qui sont faits avec des assureurs comme Generali, qui peuvent, à travers leur contrat d'assurance vie, proposer des produits en unité de compte qui peuvent s'appuyer sur des stratégies comme les nôtres. Oui, ça a été parmi les grandes avancées de la loi PAC, c'est de pouvoir diversifier encore un peu plus, justement, au sein de son assurance vie, à travers les unités de compte, ces investissements. Et les infrastructures en font partie, c'est ce que je voulais dire, c'est ça, Gilles? Oui, tout à fait. Non, je pense qu'elle est promis un bel avenir pour ce type d'investisseurs également. Encore une fois, une classe d'actifs clé qui a de l'avenir dans un monde en transition. Et merci beaucoup d'être venu nous en parler à la mi-journée dans Smart Bourse. Gilles Langen, qui était avec nous, cofondateur de Generali Global Infrastructure, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à 17h sur Bismart.